Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue au cœur du débat. On va parler agriculture et politique alimentaire dans notre arrondissement de Verviers avec 3 invités ce soir. Benoît Géron, président de la commission lait à la FWL, la Fédération Wallonne de l'Agriculture. Bonsoir, merci d'être avec nous. On a également Benoît Delay, chargé de mission pour les produits locaux au GAL, le groupement d'action locale Pays d'Herve. Merci également, Monsieur Delay, d'être avec nous. Et on a enfin, en 3e position, Philippe Barret, professeur à la faculté d'agronomie de l'UC Louvain et également membre de CITRA, le système de transition alimentaire. Vous l'avez compris, on va donc parler agriculture, on va faire le diagnostic de la situation dans notre arrondissement, mais on va également parler avenir avec nos 3 invités, en commençant avec M. Barret, professeur d'agronomie à Louvain, avec un diagnostic que vous avez établi à la demande du RATAF, le réseau alimentaire de l'arrondissement de Verviers, un diagnostic bien fourni, bien entendu, sur le diagnostic agricole et alimentaire. Alors, pour faire court, concrètement, quelle est la situation du monde agricole et de la situation alimentaire dans l'arrondissement de Verviers? On veut dire il y a des forces qui viennent en tout cas devant, si je puis dire, en établissant ce diagnostic. Quelles sont les forces justement de notre arrondissement à ce niveau-là? Oui, tout à fait. L'idée de faire un diagnostic, ça peut donner l'impression qu'on regarde un peu un malade pour voir quelles sont ses forces, ses faiblesses. C'est avant tout faire connaissance. Et donc, faire connaissance avec l'arrondissement de Verviers, c'est finalement se rendre compte qu'on est dans une région extrêmement cohérente, puisque c'est une région herbagère de production de lait, et que finalement, par rapport à d'autres régions qu'on a rencontrées, c'est vraiment ça qui caractérise l'arrondissement de Verviers, c'est le fait que il y a une histoire et un terroir qui fait que 99% quasi de la superficie de la région est orientée vers la production de lait. Et puis, il reste une petite partie qui est utilisée pour faire notamment des céréales, mais qui reste très marginale par rapport au mastodonte qu'est le lait. Alors, le RATAF, ce qui les intéressait, c'est justement ce regard extérieur, d'avoir quelqu'un qui regarde un peu de loin la région de Verviers et qui dit, tiens, en regardant de loin de façon relativement neutre et ouverte, qu'est-ce que moi je donnerais comme priorité sur base de critères à la fois qualitatifs, quantitatifs, de rencontre des acteurs. Et donc, le challenge, le défi qu'ils nous avaient posé, c'était de finalement définir 2 filières prioritaires à Verviers. Alors, si vous m'avez bien suivi depuis le début, vous avez compris qu'une des 2, c'est la filière laitière. Et puis, il nous en restait 3 autres. Il restait la viande bovine, qui est aussi en partie faite. Il y a la filière fruitière et il y a la filière des céréales. Et alors, dans un esprit de relocalisation alimentaire, dont on va sans doute parler un peu plus tard, il nous semblait que où il y avait une valeur ajoutée d'une équipe comme le RATAF, c'était dans la filière céréalière, et donc céréales panifiables, qui est une filière très marginale. Aujourd'hui, au niveau des céréales, on peut nourrir seulement 8% des habitants de l'arrondissement de Verviers, avec les céréales produites sur place. Mais c'est aussi une filière sur laquelle il y a des attentes du côté des consommateurs, et donc ça nous paraissait intéressant de l'imaginer. Et dernier élément, les céréales sont une filière intéressante parce qu'elles sont compatibles avec la filière lait, dans le sens où c'est un mode de diversification qui n'est pas trop compliqué pour certains agriculteurs de la filière lait. Donc en gros, voilà ce qu'on a fait comme travail. Quand on fait la photographie justement de l'arrondissement à ce niveau-là, est-ce qu'il est fortement différent du reste de la Wallonie ou du pays? Si je puis dire, sachant aussi qu'il y a la Vesdre qui coupe un peu le Pays d'Herve et le sud de l'arrondissement. Est-ce que c'est vraiment fondamentalement différent du reste de la Wallonie et du pays, ici à Verviers? Ah oui, donc oui, tout à fait. C'est ce qui caractérise, même si la Vesdre coupe l'arrondissement en 2, ce qui caractérise l'arrondissement de Verviers, c'est cette homogénéité. Donc ça, c'est une homogénéité territoriale qu'on retrouve vraiment, c'est quasi unique en Belgique. C'est plus fréquent dans d'autres pays. En fait, en Belgique, on a des terroirs très hétérogènes en général. On a pas mal de spéculations différentes sur un terroir. Et là, par contre, il y a vraiment une spécialisation du terroir qui s'explique par des questions climatiques, des questions de sol et des questions de tradition agricole aussi. Et donc voilà, non, c'est assez spécifique d'avoir quelque chose d'aussi homogène. On va peut-être retrouver des éléments du même type dans certaines parties de la province de Luxembourg, mais la province en elle-même a une certaine diversité, puisque eux, ils font du lait, de la viande, voilà, il y a plus de choses.
Alors, Benoît Géron, vous êtes agriculteur, vous, à Charnoux, président de la commission lait à la Fédération wallonne de l'agriculture. On parle de relocaliser, redévelopper la filière lait. J'imagine que vous êtes preneur, en tout cas, pour ça, pour essayer encore de renforcer cette filière lait ici dans notre arrondissement. Oui, ben disons, on est tout à fait preneur. Quand on entend renforcer la filière, disons, ça serait de transformer et valoriser encore plus que ce qui ne se fait actuellement au niveau local, en sachant qu'il y a déjà des initiatives en la matière qui existent et des sociétés qui s'occupent à transformer et commercialiser du lait produit dans l'arrondissement. Mais ce n'est pas une tâche facile pour ces sociétés-là. Je crois que c'est un travail laborieux et un défi de tous les jours pour elles, et de petit peu voir finalement les freins qui font qu'il n'y a pas une plus grosse quantité. On sait qu'il y a beaucoup de lait qui est produit sur l'arrondissement et on a une partie qui est transformée, valorisée. Ça serait bien de pouvoir augmenter cette quantité-là de façon vertueuse, avec une bonne répartition des valeurs jusqu'à l'agriculteur. Hein. Je veux dire, en tant qu'agriculteur, c'est aussi ça qu'on défend, évidemment. Ouais, on estime qu'on produit 5 fois plus de lait qu'on en consomme dans l'arrondissement de Verviers. Ça veut dire qu'on l'exporte beaucoup, soit ici dans le reste de la Belgique ou en Europe ou ailleurs encore. Oui, une fois qu'on exporte, où est la frontière, quoi. Mais Monsieur Barrel a bien spécifié, on est sur un territoire cohérent qui est propice à la production de lait. C'est pas et qui se distingue des autres parties de la Wallonie. Donc, je ne sais pas s'il faut se focaliser sur l'arrondissement de Verviers en disant tiens, on est très intensif en lait, ce qui à mon avis n'est pas le cas. Et je vais m'expliquer, puisque l'étude stipule que si toute la production laitière de l'arrondissement était biologique, on produirait toujours 5 fois plus de lait que ce qui n'en est consommé sur le même arrondissement en étant production bio. Donc on est quand même bien d'accord que c'est quand même environnementalement vertueux le bio. Donc je veux dire, il y a quand même une certaine cohérence dans la production laitière, un lien au sol qui est indéniable. Donc pour moi, ça, c'est pas quelque chose qui est nécessairement à remettre en question. Mais alors, quand on parle de relocaliser, est-ce qu'on doit vraiment faire un focus? Et là, j'en viens un petit peu à la mission du RATAV. Est-ce qu'on doit faire un focus sur l'arrondissement ou voir un petit peu plus large au niveau local? Est-ce qu'on va sur la Wallonie? Alors, je vais dire, là, le lait qui est produit dans notre arrondissement est dilué et finalement, on n'est plus dans des rapports aussi élevés entre ce qui est produit et ce qui est consommé. Si on regarde ça, par exemple, au niveau wallon ou de notre région, quoi. On entend quoi par relocalisation? C'est un des grands mots que vous avez utilisé lors de la journée que vous avez organisée hier, notamment avec les représentants communaux et le secteur agricole. Ça veut dire quoi, professeur Barret, cette relocalisation des filières? Mais cette relocalisation, c'est surtout une réaction. Hein. C'est avant tout réactionnel. C'est parce qu'on a l'impression que notre nourriture vient de très loin et que donc, en faisant venir notre nourriture de très loin, d'une part, il y a des impacts environnementaux et d'autre part, on a l'impression de ne pas contribuer au développement social et économique de la région. Donc, derrière l'idée de relocalisation, il y a d'abord une réaction. Et puis après, sur comment, à quelle échelle cette relocalisation se réalise, on est un petit peu dépendant du contexte. Hein. Donc, il ne faut pas être trop romantique et penser à des relocalisations qui se font à l'échelle de villes ou de toutes petites structures. Et donc, effectivement, la question, après, c'est la question de l'échelle. C'est la question de l'échelle. Et là, on peut le prendre par deux bouts. Hein, soit par le bout du consommateur, et donc par l'assiette, et se dire comment est-ce qu'on fait pour que l'assiette vienne de moins loin. Soit par le bout du potentiel du territoire, en disant, dans le territoire, qu'est-ce que je peux trouver qui pourrait fournir une qualité locale des produits. Et donc ici, sur l'arrondissement de Verviers, on a privilégié l'approche, étant donné l'homogénéité du territoire, l'approche par les agriculteurs, et de se dire, ben voilà, le caractère local et comme on l'a dit, la qualité spécifique du lait. Parce que si c'est homogène et local, c'est aussi parce qu'à Verviers, on produit du lait avec de l'herbe. Hein, et donc, ça, c'est quand même un lait qui a une qualité environnementale qui permet de faire vivre aussi les agriculteurs si on lui attribue une valeur ajoutée, parce qu'il est meilleur que l'autre lait. Or, finalement, ce qui se passe, c'est que cette qualité spécifique du lait de la région de Verviers, elle est diluée dans finalement des grandes filières où tout le monde oublie que ce lait est différent des autres, en tous les cas par la façon dont il est produit. Et donc, un des objectifs de l'étude, c'était aussi de dire, c'est non seulement une évidence, c'est aussi une nécessité si on veut
continuer à valoriser une certaine façon de faire, parce que si c'est pour vendre du lait qui est fait dans ces conditions favorables d'un point de vue écologique et qui est cohérent avec l'équilibre socio-économique de la région, dans des filières où il n'est pas du tout distingué d'un lait qui est produit de façon moins correcte, c'est un peu une opportunité manquée. Ceci dit, Benoît Delay, vous, en tant que chargé de mission des produits locaux pour le GAL, le groupement d'action locale du Pays d'Herve, mettre en avant les produits locaux, vous le faites tous les jours, vous, déjà, non? C'est ça. Maintenant, il faut préciser un peu déjà ce qu'on entend par produits locaux et le type d'agriculteurs et d'agricultrices qui sont actuellement mis en valeur. Donc, on est dans une définition des produits locaux, souvent sur un rayon de 50 km à 100 à 200 km. Donc, on couvre déjà très rapidement presque toute la Wallonie. Donc, déjà, dans une réflexion de relocalisation, au final, on voit qu'on dépasse déjà rapidement l'échelle du territoire de l'arrondissement. On est au moins souvent à la province, voire plus loin. Et surtout, les producteurs qui sont mis en avant, et le professeur Baron en a bien parlé hier, c'est souvent les 3%. Ce sont des producteurs qui finalement font de la vente en direct, font du maraîchage ou de l'élevage de poules à la ferme ou de la transformation fromagère, qui sont des personnes qui sont déjà connues peut-être du public consommateur local et finalement qui leur attire une sympathie et donc qui est facilement valorisable. Donc ici, c'est aussi la volonté dans cette réflexion, c'est de valoriser tous ces producteurs qui font l'identité du territoire, puisqu'on a l'avantage d'avoir sur tout l'arrondissement une identité finalement très forte et très homogène, et pourtant qui est peut-être moins connue même que sur d'autres territoires, puisque dans le Nord, on a l'avantage d'avoir la carte postale du Pays d'Herve avec le bocage, les haies, la prairie, les arbres fruitiers. Ok, c'est super, mais dans l'ensemble, on ne réalise pas à la base la production de lait et la pâture qui sont la base de cette identité et qui est finalement méconnue. On fait du lait, mais le lait, ce n'est pas un produit qui est facilement valorisable en termes de produits locaux, puisqu'il est vendu dans des plus grandes surfaces et qui n'a pas d'identité propre. Ouais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à terme, on doit recréer une laiterie chez nous dans l'arrondissement? Alors, ça, ce n'est peut-être pas pertinent, puisque quand on travaille un peu sur une chaîne de valeur, c'est intéressant de voir la dimension, le niveau de relocalisation. Il ne faut peut-être pas vouloir tout faire en local, avoir dans chaque commune ou même par arrondissement l'outil de transformation. Par contre, savoir d'où vient le lait, qui sont les producteurs derrière, la façon de produire un lait, comme l'a dit le professeur Barret, produit ici ou dans certains autres pays, n'ont pas les mêmes atouts. Et donc on parle de local, mais plus que local, la notion de durabilité est sûrement encore beaucoup plus importante. Et les agriculteurs du territoire sont très bons là-dedans. Et donc, le lait pourrait même être transformé sur le territoire de la région wallonne, pour autant que finalement, on sache comment il est produit, par qui, c'est sûrement ça le plus important, et que les gens réalisent la plus-value du territoire par ce produit. Ce serait lui mettre un label alors, un AOP par exemple? C'est une solution que certaines personnes envisagent. Maintenant, le label ne fait pas tout. Enfin, il y a toute une habitude de consommation à changer qui vient de là aussi. Le label, s'il est vide, si derrière il n'y a pas une vraie histoire, il y a pas des producteurs et que ce n'est pas complètement... hier, on a pas mal utilisé le terme transparent, mais c'est ça. Là, ça aura un intérêt. Un label pour un label. Finalement, même le label bio, malgré tout ce qu'il apporte, commence à être dévoyé et finalement, certains consommateurs ont même un doute envers le label. Donc, un label pour un label, peut-être pas, mais ça peut faire partie de la solution. Vous, monsieur Géron, il part où votre lait quand on vient le chercher chez vous? Il part où exactement? Vous le savez vous-même? Oui, disons forcément, je sais quelle est la société qui est une coopérative qui vient le collecter. Ce n'est pas une filière locale, donc concrètement, moi, c'est chez Arla. Pour la petite histoire, historiquement, je fournissais Wallorn, qui était une joint venture entre une coopérative et un privé. Il y a eu une divergence de vision, je ne sais plus l'année précise, je vais dire un peu avant 2015, qui a fait que la coopérative et le privé se sont séparés. La coopérative a rejoint la multinationale qui est Arla. C'est un peu déplorable, mais c'est aussi symptomatique, et je me suis posé la question, qu'est-ce que je fais? C'est un peu symptomatique de toute la difficulté de créer une chaîne de valeur locale.
des acteurs. Donc la production, elle existe déjà, elle est prête, et la transformation aussi, quelque part. Il n'est pas tellement question de recréer une laiterie pour moi sur le pays de Herve. Il existe déjà des acteurs qui transforment du lait sur le pays de Herve. Mais ils peinent réellement à chercher la plus-value qu'on espère de l'identité de notre lait, mais qu'on n'a pas et qu'on ne parvient pas à réaliser. Et puisqu'on ne l'a pas, et que finalement le lait produit ici sur l'arrondissement, comme le disait M. Barret, il est dilué et assimilé quelque part à du lait, ou mélangé avec du lait industriel, en tant qu'agriculteur, si je regarde réellement les avantages financiers que j'ai à une valorisation locale, eh bien, malheureusement, aujourd'hui, c'est pas évident de dire, oui, si je le valorise localement, j'ai une plus-value financière nette. Ce n'est pas vraiment le cas aujourd'hui, et j'incrimine certainement pas les producteurs ni la transformation dans ce constat-là. Je pense qu'il faut chercher un petit peu plus loin, donc la distribution, la commercialisation et peut-être le comportement du citoyen consommateur, je vais dire. Mais comment identifier alors cette identité finalement de l'arrondissement au travers des vaches laitières, de ce qu'elles mangent, de nos prairies? Comment le faire alors? Il y a une solution ou pas, professeur Barret? Disons clairement, Monsieur Géron, d'abord, il existe déjà des moyens, il existe des cahiers des charges, et il existe le fromage est la seule AOP wallonne, voire peut-être même belge à ma connaissance. Donc il existe des cahiers des charges et des moyens d'identifier. Mais le tout, c'est de vraiment créer la filière jusqu'au bout et que le produit soit acheté finalement. Mais le produit existe déjà aujourd'hui, mais il peine à se vendre quelque part. Hein. Donc, pour moi, c'est clairement là qu'il y a un frein au développement d'une filière locale. Justement, professeur Barret, il faudrait créer justement ce label ou cet AOP, si on peut dire, pour le lait et ses produits dérivés. Je ne sais pas, je pense que ici, l'idée du diagnostic, c'était vraiment de voir où il fallait mettre la priorité. Et déjà, ça semble une évidence aujourd'hui, mais il y a un mois, ça n'était pas une évidence par rapport à ceux qui nous avaient commandé l'étude, que c'était là-dessus qu'il fallait se focaliser. Donc déjà, je trouve qu'avoir remis le lait au milieu de l'image, c'est pas mal. Alors après, ici, l'idée, c'est aussi que hier, on était tous d'accord là-dessus. Il y a cette question d'identité régionale, il y a la question de l'identité des agriculteurs, et il y a l'identité du produit. Et donc moi, je pense qu'on arrive au bon moment là pour se dire, cette identité, elle peut être valorisée. Faisons attention déjà au minimum de préserver l'identité des agriculteurs, quitte, c'est un patrimoine finalement pour la région. Après, la solution pour valoriser ce patrimoine, il faudra y réfléchir. Plusieurs pistes sont possibles. Il y a déjà des filières différenciées dans la région. Hein. Donc, c'est 228 millions 248 millions de litres de lait qui sont produits chaque année. Il y en a déjà 10 millions qui passent par des coopératives de producteurs, des petites coopératives. Et il y en a déjà 17 millions qui passent par des transformations fromagères dans la région. Hein, ça fait quand même à peu près 10% du total qui est déjà valorisé pour ses qualités. C'est pas assez. Et donc la question c'est, est-ce qu'on amplifie ces filières-là? Est-ce que à l'intérieur d'un groupe comme Arla, on conscientise éventuellement Arla de dire il y a peut-être une carte à jouer dans la région de Verviers? Je pense qu'en tous les cas, ce sur quoi on doit se mettre d'accord, c'est d'assumer cette qualité et d'assumer cette différence. Un des problèmes aujourd'hui du monde agricole, c'est que parfois, face à des grosses tensions par rapport aux consommateurs, aux citoyens, au changement climatique et tout, il y a une solidarité que j'admire, mais cette solidarité ne doit pas gommer la diversité. Et donc moi, je pense qu'on peut être solidaire et dire « je suis solidaire des autres » sur le combat global, mais moi, je ne fais pas mon lait comme les autres, il est différent, il a une identité. Et ça, je pense que c'est un défi qu'il faut gagner tout de suite, parce que sinon, si on revient dans 10 ans, on sera encore plus dilué, quoi, comme on l'a dit. Et alors là, les jeunes, ceux qui vont reprendre les fermes, ils vont plus avoir le goût ou la force de se battre pour garder ce modèle. Hein. Et donc, il y a le risque de dériver vers des modèles qui seront moins faciles à valoriser. Ça veut dire aussi peut-être, Monsieur Géron, qu'on pourrait créer une coopérative à la taille de l'arrondissement, alors? Vous seriez preneur? On peut créer tout ce qu'on veut, mais je reviens sur ce que j'ai déjà dit. Il existe déjà des coopératives qui essayent de faire ce job-là. Je connais les acteurs. Si je vais leur demander de valoriser mon lait,
ils auront du mal à le faire parce qu'ils n'ont actuellement pas vraiment le débouché pour. C'est comme je le dis depuis le début, ce sont des coopératives qui se battent tous les jours pour valoriser déjà les volumes qu'elles ont aujourd'hui. Et je ne pense même pas que ça leur rendrait service de les alimenter en lait qu'elles ne sauraient pas valoriser de façon noble et en mettant en avant l'identité, comme on l'a dit, en allant chercher une plus-value liée à cette identité-là. Mais je suis sûr et certain que le jour où il y a une réelle plus-value, qu'on parvient à valoriser l'identité, le lait, vous l'aurez, hein, il n'y a aucun souci. Et je serai le premier et le plus heureux à pouvoir fournir une filière comme ça. Moi, Si, le professeur, oui. Je suis intimement convaincu. Le professeur Barret parlait de l'identité des agriculteurs avant tout, avant de parler d'identité du produit lui-même. Il y a de ça aussi. Il faut d'abord que l'agriculture aujourd'hui, l'agriculteur en lui-même et sa famille puissent en tout cas en vivre déjà avant tout, avant de penser peut-être un peu plus loin ou pas? Oui, évidemment, ça c'est Ouais. un fait que... Je pense qu'actuellement, on reste quand même... l'agriculture de l'arrondissement, elle reste quand même assez fidèle à ses valeurs de base et comme je l'ai dit, elle est toujours liée au terrain. Mais on est, moi je pense, à une période charnière parce que c'est vrai que demain, je vais prendre le jeune qui s'installe. Soit il y a des filières vertueuses qui peuvent valoriser son lait dans lequel il peut aller et où il restera dans un modèle d'agriculture tel qu'on l'a décrit et lié au sol. Ou alors ça deviendra plus vraiment des grosses exploitations, mais à ce moment-là, on sera probablement à point de non-retour. Aujourd'hui, je pense qu'on n'y est pas encore. Les agriculteurs savent faire pâturer leurs vaches, c'est pas le cas partout, croyez-moi. Ils savent ce que c'est, ils ont l'expérience de ça. Mais plus le temps passe, plus ça deviendra en soi un défi. La compétence agricole, elle est là aujourd'hui. C'est un fait. Elle est là et on est toujours capable de produire du lait de façon liée au sol avec le pâturage, etc. Mais le temps compte. Monsieur Delay, vous êtes d'accord? Il faudrait parvenir vraiment à avoir une valorisation locale. Mais quand je dis valorisation, il y a le mot valorisation. Et différent d'une valorisation supérieure à une valorisation industrielle ou à l'export, quoi. Je vois bien. Monsieur Delay, vous partagez ce point de vue qu'on est une période charnière, en tout cas pour l'agriculture là aujourd'hui. En tout cas, vous le sentez aussi? Je pense bien évidemment, et je pense qu'on commence à le sentir, mais c'est bien plus que de l'agriculture. À tout niveau, les tensions sont en train d'apparaître sur le modèle entier. Et donc, on a clairement visé toujours une réduction des prix, des économies d'échelle. Et donc, on est arrivé à un stade où finalement, le lait, un de ses plus gros soucis, c'est peut-être son faible prix. C'est un produit qui n'a peut-être plus de valeur quand on peut l'acheter à un prix parfois dérisoire dans des grandes surfaces. Et donc, quand on dit si la priorité, c'est d'abord que les agriculteurs arrivent à en vivre, il faut un meilleur prix. Mais ils sont coincés aussi dans des investissements pour produire plus. Et donc, clairement, on est on a un moment critique puisque les tensions sont en train de se faire sur le système, mais ça va peut-être coincer un moment, donc on va soit continuer la fuite en avant sans pouvoir spécialement facilement se transformer, puisque c'est pas l'idée. On arrive localement à se dire que quelqu'un qui vend à la ferme son lait dans un distributeur, il arrive à lui faire une certaine réputation. Du fromage à la ferme, vous le vendez sans souci. Quelqu'un qui fait son fromage à la ferme, tout le monde veut venir le chercher. Le problème, c'est l'échelle au-dessus. C'est que tout le monde ne pourra pas faire un agriculteur, il doit produire. Tout le monde ne saura pas faire son fromage à la ferme. Donc, il doit pouvoir y avoir une échelle entre la toute grosse production actuelle et la petite production. Et c'est cette production qui ne sait pas spécialement bien se placer à l'heure actuelle et qui subit un peu les coups de feu des deux parties. Et c'est celle-là qu'on doit pouvoir renforcer avec une identité assez locale, assez vertueuse et avec un prix. C'est obligé parce que sinon, oui, si ça ne vaut pas très cher, même par rapport au prix de l'eau, ça pose question. Comment est-ce qu'on peut bien valoriser un produit qui ne vaut rien? Désolé, pourtant c'est un produit de qualité, mais tous les laits sont mélangés. Et donc, pour moi, ça commence par là. Et donc, ça se jouera quand même sur le prix et donc sur le consommateur. Mais il faudra qu'ils comprennent en fait que c'est pas juste un produit, c'est tout un système derrière. C'est sa qualité de vie, c'est son bien-être dans ses campagnes, c'est l'air qu'il respire, c'est au cœur même de la vie.
c'est plus que le lait. En fait, il y a toute la filière qui est derrière, tous les gens, tout le monde. Et au final, en consommant ce produit, ou en ne le consommant plus plutôt, on pourrait voir s'effondrer mais énormément de choses, que ce soit une biodiversité qui est présente, une façon de la culture immatérielle liée au lait, enfin derrière le lait en fait, de nos élevages sur notre territoire, elle n'est pas connue, elle est trop peu connue sur le territoire. Donc tout ça, il faut le ramener aussi auprès du citoyen. Oui, parce que vous l'avez dit, les enjeux environnementaux, même au sens large, parce que l'agriculteur aussi façonne le paysage et nos prairies également, et il travaille justement aussi sur les paysages. Ça veut dire qu'il a un rôle à jouer qui ne jouerait plus peut-être aussi dans nos campagnes, et qui a une influence sur nos villes également, dans nos campagnes, si on abandonnait au fur et à mesure aussi ces pâturages et ces productions, non ? Je veux dire, il y a un rôle qui dépasse largement la brique de lait qu'on retrouve dans les grandes surfaces, monsieur Delay, non ? Mais c'est certain, et c'est un rôle qu'on n'imagine pas, qui n'est même pas de l'entretien du paysage, qui est depuis que l'homme a commencé à cultiver, et ça remonte à très longtemps, en fait, il s'est placé au cœur des chaînes de vie, et il les a entretenues, entre guillemets. Donc si jamais le système, même écologique, tient aussi énormément à l'heure actuelle par l'activité de l'agriculteur, si on retire ce maillon-là, en fait, il y a tout qui se fragilise. Donc c'est un niveau qui est pas juste le fait de se dire il y aura des arbres qui repousseront dans la prairie. C'est beaucoup plus loin que ça. Ça va déstabiliser tous les systèmes. Et donc c'est vraiment la qualité. Ça c'est vital. Et donc même dans les débats pour le moment sur est-ce qu'on peut boire du lait, et on va pas rentrer sur ce genre de choses-là, mais c'est essentiel de se dire que ce n'est pas juste est-ce que notre organisme est capable ou non de boire du lait. On boit du lait depuis quand même très longtemps. Et de toute façon, si on se disait on arrête de consommer du lait, il y aurait une question sur cet élevage et sur ces paysages. On a du mal, je crois, et je ne sais même pas si c'est modélisable, sur l'ensemble du déséquilibre qu'entraînerait la disparition d'une agriculture laitière, mais surtout sur l'Europe, même au niveau mondial, je pense, si elle était aussi vertueuse que celle pratiquée sur notre territoire, bien évidemment. Monsieur Barel, la deuxième filière prioritaire, c'est la filière céréalière. Vous l'avez dit en début de débat tout à l'heure. Pourquoi les céréales, et quel type de céréales aussi ? Moi, j'avais noté que ça permettait aussi de fermer le circuit, parce qu'on peut produire aussi pour les fourrages éventuellement, pour les bétails, pour l'hiver. Mais quel type de céréales, et pourquoi simplement avoir priorisé cette filière-là aujourd'hui ? Alors, avant de vous répondre sur les céréales, je vais dire juste 2 mots sur le lait. Il y a 2 mots-clés, et le deuxième va être utile pour les céréales aussi. Donc, le premier, c'est la cohérence, parce qu'en fait, on est tous d'accord sur le diagnostic, mais la politique agricole commune aujourd'hui ne va pas dans ce sens-là. Et donc, il y a un double discours aujourd'hui au niveau de la politique agricole commune qui, en fait, dit c'est ça qu'il faut faire, et qui, en fait, ne donne pas, par les outils politiques utilisés, les moyens aux agriculteurs de le faire. Et le deuxième mot, et là je vais faire le lien avec la céréale, c'est la transparence. En fait, s'il y avait plus de transparence sur la façon dont on produit le lait, ou la façon dont on produit les céréales, ou d'où viennent les céréales, les consommateurs, ils comprendraient les différences de prix. En fait, le problème de la transparence, c'est qu'on l'a que du côté positif, mais pas du côté négatif. Et donc, moi, je suis pour une transparence de tous les laits. Et donc, pas seulement des laits qui ont une identité et qui ont une belle histoire à raconter, mais des laits qui ont moins d'identité et sans doute une mauvaise histoire à raconter. Mais ceux-là, ils peuvent taper des petites fleurs sur leur boîte, et tout le monde croit qu'ils sont produits avec des petites fleurs. Mais vous parlez d'une traçabilité. Vous parlez d'une traçabilité, alors, finalement, un peu comme le retour à la traçabilité. Non, je parle simplement d'interdire la publicité mensongère. C'est juste ça, quoi. Quand on vous présente un lait qui est industriel, et qu'à la télé, c'est présenté avec une dame qui traite une vache à la main, avec des fleurs derrière, et que sur la boîte, c'est comme ça aussi, je regrette, mais c'est très difficile pour les gens qui travaillent bien de se distinguer. Parce qu'ils se distinguent de quelque chose qui a la même image qu'eux, sauf qu'à l'intérieur de la boîte, c'est pas du tout la même chose. Et donc, c'est ça que, quand on parle de relocalisation, je pense que c'est ça qu'on peut gagner en termes de relocalisation, c'est remettre de la confiance et de la compréhension
entre les consommateurs et les agriculteurs, parce que les tensions, elles sont en partie liées à une certaine manipulation de l'image des agriculteurs. Alors j'en viens aux céréales, où là aussi, il y a cet enjeu-là de se poser la question de d'où viennent nos céréales. Hein, et donc, quand en Wallonie, on découvre que finalement, seuls 10% des céréales que nous mangeons, 10% de nos céréales wallonnes sont utilisées pour faire du pain, et qu'on doit en importer, il en faut 33, donc on doit encore importer 20% en plus pour pouvoir faire du pain, on se pose des questions en se disant, mais tiens, c'est marrant, pourquoi nos céréales, on les produit pas nous-mêmes, surtout qu'il y a l'espace pour le faire, on a même les compétences pour le faire. Mais un des problèmes qu'il y a, c'est d'une part la question de nouveau de la compétition internationale et d'aller chercher les céréales où elles sont les moins chères alors qu'on pourrait les prendre chez nous. Et puis, sur ce secteur spécifique des céréales, on est dans une situation différente que celle du lait, parce que là, on a une production, comme je l'ai dit, relativement faible, mais surtout au manque de filières de transformation pour pouvoir passer, ce qu'on voudrait faire sur les céréales, c'est passer d'un usage essentiellement comme alimentation animale vers un usage pour l'alimentation humaine. Avec l'idée que si on pouvait en mettre un peu plus dans l'alimentation humaine, elles auraient une valorisation meilleure, donc un meilleur prix pour l'agriculteur, et on augmenterait la cohérence territoriale en disant on produit nos céréales au niveau local. Donc ici, c'est ça qui est intéressant aussi. Pour chaque produit, c'est pas la même histoire et c'est pas le même processus. Et je trouve que c'est vraiment intéressant de se dire, voilà, il va falloir réfléchir et travailler ensemble parce que pour chaque produit, c'est des histoires différentes. Alors le but à terme aussi, avant de terminer déjà presque ce débat, de ce diagnostic, c'est de la création d'une politique alimentaire dans la région verviétoise. C'est pour ça que vous avez associé aussi les communes, les représentants communaux des 20 communes de l'arrondissement de Verviers pour présenter ce diagnostic. Ça veut dire qu'à terme aussi, on espère que les communes vont s'engager justement pour peut-être consommer ou promouvoir ou aider en tout cas la production soit de lait, soit de céréales, soit ou d'autres dans l'arrondissement de Verviers. C'est ça le but, professeur, aussi ? Oui, c'est ça. Et donc, et là, nous, ce qu'on apporte, c'est finalement une base de discussion. Hein. Et donc, vraiment, nous, on part maintenant sur la pointe des pieds et on laisse les acteurs locaux travailler cette politique, cette réflexion territoriale. La première partie du rapport fait vraiment la photo complète. Hein. On a parlé de 2 personnes sur la photo, mais on a essayé de faire la photo complète et aussi en termes d'acteurs. Et donc, le but, c'était de fournir une base de discussion quantifier et peut-être aussi une base de diagnostic pour revenir dans 5 ans et dire tiens, comment ça a bougé, là on a un point de départ et après au niveau méthodologique c'est bien l'esprit des CPA, c'est bien que ça soit les acteurs de la région qui ensemble définissent leur politique alimentaire. C'est pas des extérieurs comme moi à aller faire ce job-là. D'ailleurs, je me bats pour qu'on le fasse dans ma région, on ne le fait pas. Hein. Donc, en Brabant-Wallon, je rêve qu'on le fasse. Si vous pouvez envoyer un message à TVcom, ça m'intéresse. Mais voilà. Et donc, c'est Verviers aussi pour avoir cette fierté de se dire qu'on s'est mis en route parmi les premiers pour réaliser ce projet. Ouais. Mais par contre, ce que nous, on a pu apporter, c'est en fait une photo neutre où on a mis tout le monde. Parce que parfois, on fonctionne par connaissance, par proximité, ou au départ de sa propre sensibilité. Et ce qui parfois fait oublier certains acteurs sur la photo. Donc ça, c'est ce qu'on a pu apporter en collaboration avec le RATAF. Alors Benoît Delay, vous avez senti les communes qui semblaient intéressées. En tout cas, il y a pas mal de représentants communaux lors de la présentation de ce diagnostic. Vous avez senti les communes intéressées justement aussi à s'inscrire dans une politique alimentaire dans la région ou pas ? Tout à fait, et elles savent aussi qu'on est à un tournant et qu'il faut réagir, et on travaille sur l'identité, sur des enjeux qui sont, on l'a déjà dit, mais assez cruciaux. Et donc, clairement, il y a une volonté aussi d'avancer là-dessus, et c'est tout l'enjeu des conseils de politique alimentaire, c'est de se dire qu'on arrive à regrouper autour de la table des élus, des agriculteurs, des consommateurs, des revendeurs, des distributeurs, pour justement travailler tous ensemble, en incluant le plus de monde possible, pour ne pas tomber dans un travers ou dans l'autre. Donc, c'est vraiment justement ce qui a sorti cette étude, c'est que ça a analysé l'ensemble des acteurs. Et donc, c'est ça la force de masse. Si on n'arrive pas à réunir un peu tout le monde, on pourrait se tromper de voie ou aller trop vite et devoir faire demi-tour alors qu'on n'a peut-être plus le temps. Et je pense que
plus que jamais, les communes sont attentives à ça et désirent aussi contribuer à participer à ces avancées, cette transition vers des systèmes plus soutenables. Oui, justement, vous attendez quoi des communes qu'elles aident finalement les agriculteurs ou bien les maraîchers ou autres, justement, qu'elles les aident, qu'elles facilitent peut-être ce développement-là, ou avec des aides financières éventuelles ou pas, ou qu'on crée une sorte d'association justement, avec un pot commun des communes pour aider, ou sous quel ordre, dans quelle mesure est-ce que ces communes peuvent intervenir ou pas, ou aider pour vous? Je pense que c'est important de dire qu'elles le font déjà. Donc, par exemple, la conférence des bourgmestres a participé à la création d'un outil logistique terre d'herbage qui permet déjà d'aller collecter chez différents producteurs pour simplifier les tâches, permettre de se concentrer sur le cœur de leur métier. Donc, il y a déjà un soutien et finalement de raconter une identité parce qu'au sein de ce circuit logistique, on raconte une identité aussi des produits de l'arrondissement. Et donc ça, clairement, les communes sont partie prenante. Et puis, rien que par leur participation à des réunions, que ce soit de conseils de politique alimentaire ou d'autres réunions sur toutes ces thématiques-là, et d'amener une vision, d'entendre, ça fait déjà beaucoup. C'est sûr que du soutien financier sera nécessaire et utile, mais comme on travaille sur de l'immatériel, il y a aussi tout un travail sur l'histoire à raconter, sur le fait de le relayer dans leur commune, auprès des citoyens. Il y a tout ce travail-là est peut-être même encore plus important que du financement pur. Monsieur Géron, pour simplifier, on a un peu l'impression que le but, c'est peut-être de retourner à l'école avec votre cruche de lait pour montrer aux enfants, pour le goûter, comme ça, et leur montrer comment il est produit le lait. En fait, c'est vraiment ça, c'est un retour en arrière sans être péjoratif pour expliquer un peu quelle est la valeur réelle du travail de l'agriculteur, non ? Oui, bon, c'est un exercice que certains agriculteurs effectuent toujours en accueillant parfois des classes, etc. Mais c'est une nécessité, évidemment, parce que on se rend quand même compte qu'il y a une rupture entre le monde agricole et les citoyens lambda qui ne connaissent plus nécessairement le travail de l'agriculteur et voilà, les produits qu'il fabrique et ainsi de suite. Donc, et alors, derrière ça, qu'est-ce qu'il y aurait d'intéressant? C'est d'induire une dynamique de consommation souhaitable. Rien ne remplacera, je vais dire, une bonne dynamique de consommation, un achat responsable, citoyen et local. Aucun financement public ne remplacera ça. Ça veut dire qu'à ce moment-là, le pari est gagné, la chaîne, elle fonctionne d'elle-même, elle est autonome, et là, c'est gagné. C'est vrai qu'il y a probablement... ça fait partie du travail de communication au sens large. Et je pense qu'il n'y a même pas qu'envers les enfants qu'il faut s'adresser, c'est envers le consommateur et les citoyens de l'arrondissement, et voire même wallon, finalement, qu'il faut travailler la communication. L'histoire, là, elle existe, mais mieux la mettre en valeur, et c'est pas évident. Monsieur Barret l'a dit, les hard discounters et toute la grande distribution, ils surfent, ils maîtrisent la communication, et ils vendent des boîtes de lait avec des petites fleurs et madame qui trait du lait dans la prairie, mais alors nous, il faut qu'on parvienne à se démarquer là-dedans, quoi. Finalement, le résumé, c'est manger local. C'est un peu ça, monsieur Géron? C'est certain que ça, manger local, tout à fait. Alors, pour terminer, monsieur Barret, on parle de territoire en transition. La transition, ce serait quoi? Ce sera quoi dans les prochaines années, justement, après ce travail de diagnostic et cet appel à la création d'un conseil de politique alimentaire? Ce serait quoi, pour conclure maintenant, monsieur Barret, dans les prochaines années? Intéressant parce que je pense que c'est à la fois un retour en arrière dans le sens où il faut revenir. On a fait un détour quelque part dans l'histoire. Donc il faut se remettre en ligne, mais c'est aussi regarder devant, parce que si on parle de transition, c'est pas parce que c'est un mot à la mode, c'est parce qu'il y a les enjeux du climat, les enjeux de la biodiversité, les enjeux des inégalités. Donc en fait, c'est par l'avant qu'on est tiré en s'inspirant de ce qu'on a appris dans le passé. Donc je pense qu'on est vraiment sur une trajectoire extrêmement positive, et quand on parle d'enfants et de citoyens, c'est aussi parce que tout le monde cherche un peu des idées d'espoir. Un message qu'on a partagé hier et que je continue à dire et redire, c'est qu'il faut très rapidement se décider sur le chemin à prendre, mais pas se précipiter sur le chemin. Les changements en agriculture, les changements de consommation, ça prend du temps.
Et donc, par contre, on n'a pas le temps de tergiverser sur la trajectoire qu'on prend, de là l'intérêt des CPA. Mais une fois qu'on a décidé, il faudra donner aux acteurs le temps de s'adapter, le temps de construire les filières. Et c'est un des gros enjeux. Hein. Et alors aussi, ici, on a identifié 2 filières prioritaires parce qu'on pense que c'est là-dedans qu'on doit prendre des décisions rapidement et s'investir. Mais bien sûr que l'idée est après de progressivement agréger d'autres produits et de réfléchir à d'autres filières. Donc ça, c'est l'étape suivante, c'est de dire, on travaille sur 2 parce qu'on ne peut pas disperser nos énergies. Enfin, c'est la proposition qui est faite. Mais très rapidement, d'abord, il y a du travail qui est fait en parallèle par d'autres acteurs sur d'autres filières, donc c'est très bien, c'est très chouette. Et puis surtout, après, d'autres rejoindront la dynamique, mais c'est vraiment important de prendre les décisions maintenant. Ça, on est, je pense, tous les 3 d'accord sur cette idée que on ne peut pas encore attendre 10 ans pour décider vers où on va. Ce sera trop tard pour tous les enjeux qu'on a. Et une fois qu'on est décidé et que les acteurs, moi, je suis très confiant dans les dynamiques d'acteurs, dans la capacité, une des grandes richesses de l'agriculture wallonne, c'est la capacité à développer des compétences. Hein. On est une agriculture avec très, très riche en compétences, en capacités techniques, et il faut orienter maintenant ces capacités techniques vers des défis locaux, des défis de durabilité. On l'a orienté un peu trop vers l'exportation, et on était très bon là-dedans aussi, mais je pense que c'est pas notre avenir. Parfait, merci. Surtout que tous nos intervenants gardent leur qualité, leurs compétences dans leur propre domaine. Merci, Monsieur Jaron, merci, Monsieur Delay, merci, Monsieur Barret, d'être intervenu dans ce vaste débat, donc ce diagnostic agricole et cette politique alimentaire dans la région verviétoise. On en reparlera, bien entendu, parce que le futur, c'est déjà demain. Vous l'avez dit aussi, professeur Barret, donc on en reparlera évidemment de cette création d'une politique alimentaire et voir un peu comment le secteur agricole au sens large va évoluer dans les prochaines années. Merci à vous 3 d'avoir participé à ce débat. Merci à vous de nous avoir suivis. Passez une très belle soirée et à très bientôt.